Voilà. Et ben, bienvenue à toutes et tous dans cette formation Porte-Parola. Donc, on est ici pour apprendre à mieux parler aux médias, pour essayer de faire passer nos messages d'urgence écologique et sociale dans les médias. Et donc, on va vous présenter avec Capucine un petit peu nos expériences à toutes les deux, puisque moi, j'ai été pendant un temps porte-parole d'Alternativa, et puis également un petit peu pour Nada Lille, non, à l'agrandissement de l'aéroport de Lille. Et puis maintenant, dans le cadre de la coordination de Rester sur Terre, donc le réseau Rester sur Terre que j'anime, eh bien, j'ai aussi l'occasion de répondre à la presse. Et toi, Capucine? Et pour ma part, je suis porte-parole de NADA, donc j'ai eu plusieurs expériences aussi avec des journalistes, de leur répondre et de... Donc, c'est pas une formation qui est, c'est pas une formation qui est donnée par des professionnels. Nous, on va vous apprendre surtout ce qu'on a appris sur le tas, mais ce qui marche, et enfin, ce qui a l'air de marcher en tout cas, et qu'on a envie de transmettre. Et puis, par ailleurs, vous verrez que on aura ensuite des petits temps d'échange qui pourront nous permettre aussi d'avoir vos retours, de voir comment améliorer tout ça pour bien faire passer nos messages. Alors, on y va. Donc, juste pour info, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le réseau Rester sur Terre, c'est un réseau qui milite pour la réduction du trafic aérien et qui, en fait, a plus de 200 organisations membres. Donc, c'est principalement un réseau de lutte locale dans le monde entier, dédié à l'action et qui se base sur des bases scientifiques. Et en fait, on milite pour la réduction du trafic aérien, puisqu'en fait, la courbe de croissance du trafic aérien telle qu'on la connaît aujourd'hui et qu'on la connaissait pré-Covid, elle est incompatible avec le respect de l'accord de Paris et donc la préservation de conditions d'habitabilité sur Terre. Et on s'oppose donc non seulement à des politiques qui visent à augmenter le trafic aérien, mais également à tous les impacts négatifs de ce trafic, donc que ce soit les nuisances sonores ou bien le fait déraciner des populations pour installer de nouveaux aéroports. Et par ailleurs, on s'oppose également à des politiques climatiques illusoires telles que la compensation carbone ou les agrocarburants. Donc, voilà pour ça. Mais ce soir, on ne parlera pas que d'aviation, puisqu'en fait, c'est une formation assez généraliste. Et l'idée, c'était de pouvoir proposer à tous et toutes une expérience de porte-parole et de média training. Donc, l'intérêt de cette formation, c'est surtout comprendre pourquoi on prend la parole dans les médias. Parce qu'on pourrait se dire au départ, à quoi ça sert? On n'en a pas besoin. Enfin, je ne sais pas, on peut on peut s'en passer. Et puis, on s'en méfie peut-être un peu. L'idée aussi, c'est de connaître des astuces, des petits trucs qui font que vous allez être plus à l'aise et puis s'entraîner pour se sentir prêt et prête. Et puis, on peut aussi se dire que en fait, le porte-parole, c'est pas une histoire individuelle, c'est vraiment une histoire collective. Du coup, il y a vraiment un enjeu à construire ensemble dans un collectif ou dans voilà, votre organisation une stratégie de relations de presse et de prise de parole en public. Et on verra plus tard que, d'ailleurs, on vous proposera une autre formation à ce sujet-là en avril. Pour le plan de l'atelier, du coup, on est ensemble pour 1 heure et demie là-dessus, sur cette partie-là, enfin, un peu moins, et ensuite une demi-heure de mise en pratique. Donc, on va voir des bases théoriques, tout d'abord, que je vais vous présenter. Ensuite, Capucine vous parlera de la pratique et de comment on se lance. Et puis ensuite, on fera des petits groupes pour s'entraîner à prendre la parole dans un cadre bienveillant. Donc, c'est parti. Donc, pourquoi c'est important de prendre la parole dans les médias? C'est un peu bête à dire, mais bon, je pense que c'est nécessaire d'en parler dès le départ. C'est important parce que d'une part, on a besoin en fait de parler de notre mouvement, de nos revendications ou de notre cause pour qu'elle soit connue. On ne peut pas seulement se baser sur les réseaux sociaux qui en fait sont un tout petit microcosme dans lequel on parle toujours aux mêmes personnes. Pour être sûr que le message passe, il faut aussi aller justement dans les médias qui diffusent plus largement et qui diffusent vers d'autres publics que nous n'atteignons pas naturellement. Donc c'est fondamental d'y aller, d'autant plus
que parfois, les actions qu'on peut mener peuvent être des actions symboliques, parce qu'on n'a pas les moyens de faire d'autres actions qui seraient beaucoup plus significatives. Et donc, on a tendance on a besoin en fait d'une médiation pour expliquer quelles sont ces actions. Par exemple, je ne sais pas moi, si on fait une marche, une manifestation, bon, bah, il faut expliquer pourquoi on marche. Si on n'explique pas, effectivement, il y a des pancartes, mais le mot d'ordre est peut-être pas forcément compréhensible, et donc c'est important d'être là et de prendre la parole dans les médias. Et puis, il y a une autre raison pour laquelle c'est important, c'est qu'il faut occuper l'espace médiatique. Parce qu'en fait, si on ne l'occupe pas, d'autres personnes le feront à notre place. Donc, l'idée, c'est de prendre cet espace pour ne pas le laisser à nos adversaires, pour ne pas le laisser aux personnes qui privilégient le statu quo, qui pensent que tout va s'arranger avec des solutions technologiques et qu'il ne faut rien changer à nos modes de vie parce que tout va bien, on va droit dans le mur, mais ce n'est pas grave, il y en a deux, trois qui s'engraissent au passage. Non, on ne laisse pas la place à ces gens-là, donc on essaye justement de prendre la place dans les médias. À votre avis, une petite question du coup, maintenant que j'ai fait cette introduction, pourquoi, donc vous pouvez répondre dans le chat, donc en ouvrant la fenêtre de discussion, pourquoi, à votre avis, on prend la parole dans les médias? Et là, je vous pose une question pour ce que j'aimerais avoir, c'est une réponse très simple, la plus basique possible. Porter un plaidoyer, c'est déjà trop complexe. Enfin, un peu. Je vois ce que tu veux dire, Marine. Principal moyen d'information, être visible. Déjà, c'est pas mal. Pour ne pas laisser l'espace, pour éveiller, pour se faire connaître. Oui, il y a tout ça. Il y a tout ça. Diffuser notre discours politique. Oui, oui. Dénoncer, ça peut aussi, ouais. Toucher plus de personnes différentes, ouais. Bon, tout ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas la réponse qu'on attendait, mais vous allez voir, elle est très bête, la réponse, mais c'est pour que vous vous en souveniez. Pourquoi est-ce qu'on prend la parole? Eh ben voilà, Antoine. Il a dit Antoine, pour faire passer un message. Tu as déjà cité à la formation, oh, il a triché. Non, bon, eh ben bravo Antoine, tu as gagné, c'est ça, c'est pour faire passer un message. En fait, on a juste, voilà, on veut faire passer un message, que ce message soit de la dénonciation ou ou autre chose, ou en fait du plaidoyer, et quelle que soit la cible de ce message, on veut faire passer un message. Et le problème, c'est qu'en fait, on a souvent très peu de temps pour faire passer ce message, parce que les journalistes sont des personnes pressées. C'est pas parce que c'est pas leur tempérament, c'est pas eux qu'on choisit, c'est parce que c'est comme ça, c'est le métier. Leur métier est un métier de flux où en fait l'information coule, elle est là et puis ensuite elle est plus là. Et donc il faut absolument qu'ils soient toujours dedans et donc il y a très peu de temps en fait pour faire passer ce message. Et le problème, c'est que parfois, le journaliste ne sera pas forcément renseigné sur votre sujet ou quoi, et donc ça va être compliqué de faire passer votre message. Une deuxième petite question bête. Alors non, avant ça. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un message? Un message, c'est important à définir ensemble dans votre collectif. Et souvent, ça doit être non seulement concis. Donc, nous, ce qu'on a tendance à dire, c'est qu'un message, il doit se faire en une phrase. On doit pouvoir le dire en une phrase. C'est important. Ce n'est pas juste un tout petit truc au fin fond de votre argumentaire. C'est vraiment très important. Genre, la réduction du trafic aérien est indispensable pour respecter l'accord de Paris. Ça, c'est important, enfin, je crois. Et puis, c'est votre conviction. Quand je dis votre conviction, ce n'est pas la vôtre à vous personnellement, c'est la conviction de votre groupe, de votre collectif, de votre asso, ou enfin, que sais-je. Mais en tout cas, vous en êtes convaincu. Ce n'est pas quelque chose sur lequel, enfin, pareil, c'est pas anecdotique, c'est vraiment le cœur même, l'essence, j'ai envie de dire, de votre combat. Et donc, un message, ça doit regrouper ces trois critères-là. Et si vous élaborez un message avec votre groupe, pour qu'ensuite les personnes qui vont parler dans les médias, donc on les appelle porte-parole, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont un rôle d'organisation ou quoi, hein, c'est juste les personnes qui transmettent la parole avec leur corps, quoi, qui sont le véhicule du message.
eh bien, si votre message ne répond pas à ces 3 critères, ce n'est pas un bon message. Ce n'est pas votre message. Vous avez un autre message sûrement derrière et il faut aller le chercher. Voilà pour le message. Donc maintenant, la deuxième question bête. Pourquoi est-ce que les journalistes veulent nous interviewer? Allez-y dans le chat. À votre avis? Pour faire du buzz, c'est possible. Parfois, oui. Mais pas que. Ils ont besoin de sensationnel, c'est la même idée. Ça arrive aussi. Oui, Marine, ouais, c'est ça. Ils ont besoin de couvrir un sujet. Et du coup, ils veulent connaître notre position pour couvrir ce sujet-là. Globalement, c'est un peu ça. En fait, ils ont juste un article à écrire. À la base, c'est ça. Après, que l'article se vende ou pas, et voilà, et que du coup, ça fasse de l'audience ou pas, ça, c'est un autre mécanisme. Mais à la base, en fait, le métier de journaliste, normalement, c'est simplement écrire un article ou faire un documentaire. Enfin, en tout cas, produire un contenu qui va être lu derrière ou qui va être visionné. Et ce qui est très important à savoir, c'est qu'en fait, cet article ou cette production va avoir un angle bien précis. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un angle en journalisme? Eh ben, c'est en fait la ligne éditoriale, entre guillemets, du journal, c'est la manière dont le journaliste veut traiter son sujet. Par exemple, je sais pas moi, une lutte contre une extension d'aéroport, eh ben, on peut avoir envie de le traiter sous l'angle sociologique en se demandant qui sont ces personnes qui se battent contre les extensions d'aéroport, ou bien on peut avoir envie de le traiter sous l'angle purement news, oh il s'est passé ça, et du coup ils ont répondu, ils ont fait ça, enfin bon, bref, voilà. Et donc la règle d'or, en fait, finalement, quand un journaliste vous pose une question, c'est que vous avez envie de faire passer votre message, lui, ou elle a envie de plutôt couvrir son angle. Et du coup, en général, ces deux trucs-là sont incompatibles. Pas toujours, mais bon, vous ne savez pas. Donc, le principal, la règle d'or fondamentale qu'il faut retenir, c'est vous ne répondez pas aux questions. Vous ne répondez pas aux questions, mais par contre, vous vous servez de ces questions comme d'un tremplin pour poser votre message à vous. Et du coup, voilà, s'il y a un truc avec lequel vous devez repartir de cette formation, c'est cette règle d'or-là, parce qu'on a tendance à l'oublier, c'est très dur en fait de ne pas répondre à une question. Et du coup, c'est ça le principal à savoir, c'est que vous n'êtes pas obligé de répondre à la question du journaliste. Ça n'est pas grave si vous répondez à côté, parce qu'en fait, le journaliste, ce qu'il veut, c'est du contenu, donc il en aura. Et par contre, vous, ça vous arrange de ne pas répondre à sa question, parce que ce qui vous arrange à vous, enfin ce qui vous intéresse vous dans ça, c'est transmettre votre message. On fera l'exercice un petit peu après, mais en tout cas, retenez ça. Alors, il y a 3 cas de figure, grosso modo. Soit l'angle adopté par le ou la journaliste correspond au vôtre. Dans ce cas-là, c'est tout bénef. Vous pouvez dérouler votre discours. En général, les questions vont être plutôt favorables et donc c'est agréable. C'est une discussion qui s'instaure, il n'y a pas de problème. Néanmoins, s'il y a un message qui est plus important qu'un autre, ne vous faites pas piéger. Par exemple, Capucine, un jour, elle s'est fait piéger. Elle devait parler de l'extension de l'aéroport et d'une conférence qu'on donnait. C'est une conférence internationale pour la réduction du trafic aérien. Il y a des gens qui venaient de plein de pays et tout. Enfin bon, c'était un truc important. On avait défini 3 messages. Voilà, il y avait 3 messages. Et à un moment, le journaliste fait « Et vous prenez l'avion ?» Et là, Capucine, comme elle était très contente de dire qu'elle allait pouvoir aller au Québec sur un bateau et tout, elle s'est laissée embarquer. Et bim, elle a parlé de son voyage. Et bon, c'était pas très grave. Le journaliste n'a pas retenu ma réponse. Mais voilà, c'est un piège. Et donc, on ne parle pas de Capucine, là, on parlait vraiment du truc. Donc, il fallait qu'elle recadre en disant je ne sais pas ce que tu aurais pu dire. Bon. Ce n'est pas l'important de savoir si moi, en tant qu'individu, je prends l'avion. L'important, c'est d'avoir une réponse systémique à un problème systémique. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à recadrer toujours toutes les questions, parce que sinon, le problème, c'est que vous vous exposez à ce que le journaliste ne coupe que la petite partie qu'il a bien aimée, mais qui c'était pas celle-là, votre petite partie que vous vouliez qu'il garde. Donc, c'est fondamental de ne jamais lui donner ces petites parties-là. Comme ça, il garde que du bon, que ce que vous avez envie qu'il garde. Mais c'est hyper dur. Oui, c'est dur. Mais on le verra tout à l'heure. Donc voilà,
Deuxième option, l'angle adopté par le ou la journaliste ne vous correspond pas. Bah, dans ce cas-là, c'est presque plus facile parce qu'en fait, vous allez juste ramer tout le long pour essayer de remettre votre message et recadrer un peu le débat. Mais au moins, vous savez, si c'est un journaliste du Figaro, par exemple, ou je ne sais pas, vous savez que ça ne va pas être facile. Donc, en fait, ce n'est pas grave parce que vous y allez en ayant en tête qu'il va falloir être concentré et bien faire passer votre message et pas vous faire piéger. Ça, c'est plutôt chouette, finalement, paradoxalement. Et puis, troisième cas de figure, là où la journaliste est complètement à côté de la plaque. Genre, il ne s'est pas du tout renseigné. Et ça arrive beaucoup plus fréquemment qu'on le croit, parce qu'ils n'ont pas le temps de fouiller les dossiers. Et donc, bah là, vous faites comme vous pouvez. Mais il va falloir également recadrer pour réapporter du contenu, pour ensuite pouvoir donner votre message. Et souvent, c'est un peu difficile. Et là-dessus, un élément qui est important, c'est pas le travail du porte-parole, en fait, de faire ça normalement. C'est le travail des relations presse, du contact presse, qui en amont va informer les journalistes pour qu'ensuite les questions soient de qualité auprès des porte-paroles. Mais bon, ça, du coup, on le reverra plus tard dans la prochaine formation, si jamais vous êtes avec nous. Voilà. Donc, juste pour info, ça, c'est des petits rappels qu'on vous a mis parce qu'on a souvent l'impression, quand on traîne toujours avec les mêmes personnes, que bah, tout le monde pense comme nous. Et en fait, spoiler, non. Donc malheureusement, voilà, juste pour dire qu'on n'est pas représentatif et représentative et que la consommation de médias en France, elle n'est pas du tout celle qu'on croit en général. Enfin, donc là, vous voyez, c'est un peu c'est déclaratif, hein, c'est le nombre de personnes en France qui, du coup, déclarent regarder TF1, BFM TV, France Télé, etc., etc. Et c'est énorme, en fait. La quasi-moitié des Français regardent TF1 et BFM et s'informent via ces réseaux-là. Donc, juste pour dire que effectivement, ça vaut le coup d'aller dans ces médias-là, ou d'ailleurs dans les médias régionaux, parce que c'est plus facile d'atteindre la PQR, la presse quotidienne régionale, souvent dans Lutte. Et c'est aussi des médias qui, quand même, ont un gros impact, en tout cas qui sont lus par beaucoup de monde. Et donc, si vous faites une bonne retombée presse, ça va quand même être tout bénef pour vous parce que ça va vraiment expliciter votre message et votre lutte. Donc, ne pas hésiter à essayer d'avoir une stratégie presse, même dans des petits médias, parce que quand même, ils pèsent en fait dans le jeu et ils ont une influence assez considérable. Et puis, l'autre petite mise en garde qu'on voulait vous faire, mais vous la connaissez sûrement, c'est effectivement, les médias en France sont quand même très concentrés, c'est-à-dire qu'ils sont détenus par une toute petite poignée de personnes, à part certains médias qui sont un peu qui sont indépendants, et que donc ça définit aussi des lignes éditoriales qui ne nous sont pas favorables, il faut bien le dire. Et donc, c'est pas pour vous dissuader du tout d'y aller parce que c'est important d'aller porter, pour moi, enfin pour nous deux, je pense, sinon on ne ferait pas cette formation. C'est important d'aller porter notre parole dans les médias, mais il ne faut pas non plus s'auto-flageller si jamais le message ne passe pas, parce qu'on sait aussi qu'il y a des filtres et qu'il y a des blocages, et on les reverra tout à l'heure. Capucine vous expliquera aussi un petit peu toutes les questions de fenêtre d'Overton. Voilà. Et puis, par contre, il y a aussi un paysage médiatique militant qui est assez intéressant, qui peut nous aider, qui s'intéresse aux luttes en tout cas. On en a mis quelques-uns ici, mais il y en a aussi d'autres et il y en a aussi dans les territoires. Et ça, c'est chouette d'aller vers eux, mais il faut savoir aussi que parfois, ils sont critiques vis-à-vis des luttes, parce que justement, comme ça leur tient à cœur et comme c'est de la presse spécialisée à destination de militants, enfin, les militants se parlent entre eux, il peut y avoir aussi des questions plus piégeuses, moi je trouve, chez Mediapart que chez Libé, par exemple, parce que effectivement, on va questionner certaines stratégies qu'on ne questionne pas dans les grands médias nationaux. Donc voilà, ça c'est pour vous dire que ce n'est pas forcément tout cuit d'avoir une interview dans un média militant, mais en tout cas, c'est toujours important de, là aussi, répondre. Et puis, donc là, je ne l'ai pas, mais en fait,
On ne vous propose pas de faire l'exercice ce soir parce qu'on se disait que c'était un petit peu trop, mais n'hésitez pas dans vos villes, en fait, à faire aussi le travail de décortiquage de la presse régionale, parce que la presse régionale a un positionnement, bon, qui est souvent pas défavorable, hein, mais qui peut être plus ou moins neutre. Et c'est chouette, en fait, si vous faites dans votre groupe le travail de classer un petit peu tous les médias, d'aller voir quelle est la presse écrite, quelles sont les radios, quelles sont les télés, quels sont les médias web, et d'aller classer en plutôt favorable, plutôt neutre ou plutôt défavorable, de façon à aussi traiter mieux les différentes sollicitations presse qui pourraient arriver suite à une action ou suite à une pétition, je ne sais pas. Voilà. Et donc, pour finir, il y a plusieurs modalités dans les différents types de sollicitations que vous allez pouvoir avoir. Nous, globalement, ce qu'on considère, c'est qu'effectivement, répondre à la presse écrite, c'est ce qui est le plus facile, parce que la personne va noter ce que vous êtes en train de dire, ou vous enregistrez, mais bon, c'est assez rare, mais noter. Du coup, vous n'avez pas besoin de faire attention à votre élocution ou à comment vous vous tenez ou à votre ton. Vous déclarez juste des trucs. Donc, vous avez moins de trucs sur lesquels vous concentrer. Ensuite, un peu plus dur, la radio, parce qu'il faut quand même pouvoir poser sa voix. Il y a aussi la technique avec le micro. On ne sait jamais trop à quel endroit on le met. Il est assez directionnel et tout. Ça s'apprend. Enfin, c'est un petit coup à prendre. Et donc, c'est chouette de le faire après avoir quelques expériences en presse écrite, histoire de ne pas être trop intimidé. Et puis ensuite, la télé, c'est encore plus dur, parce que là, il faut faire attention à tout ce qu'on fait avec son corps et que du coup, le non-verbal a aussi énormément d'importance. Donc voilà. Et puis, ça peut être en live ou ça peut être suivi d'un montage. L'avantage, quand il y a un montage, c'est que on va prendre que les bons bouts de vous. Mais ça ne veut pas dire qu'on a le droit de recommencer. Vous n'allez pas pouvoir faire votre diva et dire ah non, attendez, j'ai pas dit le bon truc, ou non, je m'arrête au milieu. Non, malheureusement, c'est toujours du naturel en général qu'on cherche. Et donc, il n'y a pas de possibilité de s'y reprendre à deux fois. Et donc, ça va être important quand vous dites vos messages, notamment que vous disiez toujours que les messages, encore une fois, pour pas que ce soit d'autres éléments qui sont repris au montage. Et puis enfin, on peut avoir donc des choses qui sont en plateau, soit une interview, soit un débat, ou bien sur place en action. Là, les deux sont difficiles, moi, je trouve, parce qu'en action, on a tendance à avoir beaucoup de choses en tête. Il y a peut-être les voitures qui passent, ou il y a les flics, ou il y a quoi. Enfin, il y a des choses qui se produisent. Voilà, donc c'est pas si facile que ça, mais en plateau, c'est pas non plus facile parce que c'est un peu intimidant, il y a beaucoup de lumière. Je ne sais pas quoi faire de ses mains et de ses jambes. Enfin bref, voilà. Mais globalement, on ne dit pas ça pour vous faire peur, on dit ça juste pour que tous ces éléments-là, vous les découvriez pas quand vous arrivez sur le plateau. Parce qu'en fait, après, on prend le coup facilement, mais c'est juste un peu intimidant au début. Voilà. Et en tout cas, en fonction de vos expériences de prise de parole, n'hésitez pas à vous lancer dans l'étape suivante, à vous dire, ah tiens, j'aimerais bien essayer de faire une radio ou faire une télé parce que j'ai déjà suffisamment d'expérience dans d'autres médias. Et puis là, j'aimerais bien voir si ça me plaît ou pas. Puis si ça ne vous plaît pas, c'est pas grave. Et sur la presse écrite, quand ils notent devant vous sur leur petit carnet, parfois vous pouvez voir ce qu'ils écrivent et les faire corriger un peu parce qu'ils vont simplifier le langage qu'ils vont utiliser. Et donc, c'est des moments où on peut dire, là, en fait, c'est important de dire ce mot-là plutôt que l'autre. Quand on a une bonne relation avec les journalistes, je l'ai fait avec quelques-uns de la Voix du Nord et ça permet de réajuster aussi un peu et d'être sûr que c'est notre message et pas le leur qui passe. Et je ne savais pas ça. Mais on n'a pas toujours la possibilité de voir leur carnet et de déchiffrer ce qu'ils sont en train d'écrire. Donc, c'est une petite astuce en plus et à faire que quand on a une bonne relation, je pense, avec les journalistes pour éviter de paraître trop pédant ou autre. Ok. Et c'est un bon conseil, trop bien. Et ouais, et donc oui, dernière petite chose sur comment est-ce que ça se passe.
Parfois, vous êtes sollicité en amont par les journalistes pour pouvoir avoir une interview. Donc, dans ce cas-là, l'interview est prévue. L'avantage, c'est que vous pouvez la préparer. Nous, on vous conseille de la préparer au moins en binôme pour s'entraîner un petit peu et puis se questionner. Puis, au fur et à mesure que vous avez l'habitude, vous la préparez de moins en moins. Donc, ça peut être soit le journaliste qui vous contacte, soit vous qui contactez les journalistes pour expliquer votre action. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on vous recommande de faire fortement. Et puis, vous pouvez également avoir des interviews surprises, c'est-à-dire que vous organisez un truc et puis là, il y a 5 journalistes qui arrivent et qui vous sautent dessus. Vous pouvez être pris à partie, etc. Et ils vous posent des questions. La première chose, alors, ce qui est important dans tout ça, quel que soit le contexte, c'est d'essayer de varier les porte-paroles. Et nous, on trouve que c'est important aussi que les femmes puissent s'exprimer autant que les hommes, voire plus. Donc, c'est fondamental, en tout cas, d'avoir plusieurs porte-paroles dans votre organisation ou plusieurs personnes formées, si vous ne voulez pas les appeler porte-parole. Parce que souvent, porte-parole, en fait, ça veut dire décideur ou je ne sais pas trop quoi. Mais bon, c'est pas ça ici pour nous, hein, c'est juste voilà, personne qui porte la parole. Donc, n'hésitez pas à faire tourner les porte-paroles parce que ça permet aussi à davantage de personnes de s'identifier à votre organisation. Si vous avez une jeune femme comme Capucine et puis un père de famille comme Pascal qui apparaissent souvent pour Nada, mais l'un et l'autre, et c'est vrai que les gens qui sont plus proches de Pascal vont s'identifier à Pascal et les gens plus proches de Capucine à Capucine. Parfois, il va même tous les deux et donc c'est tout bénef. Voilà. Et pour les interviews surprises, pareil, c'est important dans une manif, si on vous demande votre avis sur un truc, mais qu'en fait, vous n'êtes pas le premier concerné, par exemple, c'est, je ne sais pas, une manif contre les violences policières et vous n'êtes pas particulièrement touché par les violences policières puisque vous n'êtes pas racisé, peut-être renvoyer vers une organisation qui s'occupe spécifiquement de ces questions-là ou une personne qui aimerait bien répondre sur ces questions-là pour pas monopoliser la parole alors que vous n'êtes pas la personne concernée. C'est juste voilà, un petit truc en passant. Et faire attention quand on a deux porte-paroles, hommes-femmes par exemple, parce que souvent les hommes vont se mettre à prendre la parole davantage ou à la couper. Et c'est mal. C'est mal. Et dans la représentativité aussi, on approche du 8 mars, donc à tous les hommes présents dans l'assistance, le 8 mars, laissez la parole aux femmes si vous êtes interrogés par les médias. Voilà. Et par ailleurs, vous n'êtes pas obligé de répondre, et ça aussi c'est important. Si vous n'avez pas préparé vos messages en groupe et qu'en fait, du coup, vous avez malheureusement rien à dire, c'est pas grave, vous dites désolé, je ne suis pas en mesure de répondre aujourd'hui, trouvez quelqu'un d'autre, quoi. Après, en vrai, je vous recommande de quand même essayer de répondre le plus souvent possible parce que les journalistes marchent comme ça, plus vous êtes un bon client et plus vous allez être rappelé. Et donc, il ne faut pas trop leur faire faux bon. Donc, c'est bien d'expliciter le motif pour lequel vous répondez non. Et si, en tout cas, vous étiez vraiment sollicité exprès, ça la fout mal de dire non à une sollicitation presse. Et si vous ne pouvez pas y répondre, il y a peut-être d'autres gens dans le collectif qui le peuvent. Et nous, on a une conversation avec tous les porte-paroles. Et donc, généralement, c'est les personnes les plus identifiées qui vont recevoir les sollicitations. Mais ça nous arrive d'avoir beaucoup de travail et donc de ne pas pouvoir répondre. Et donc, en relance, on dit aux journalistes, nous, personnellement, on ne peut pas répondre. Mais on va voir si quelqu'un d'autre est disponible. On fait la petite recherche. Et généralement, quand on est 4-5, on arrive à trouver quelqu'un de disponible. Yes. Voilà pour ça. Je crois que je vous ai tout dit. Du coup, on a une première salve de questions. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre une étoile dans le chat si vous avez des questions sur cette partie-là. Si vous n'en avez pas, on enchaîne. Ça va? Ah, Claude, vas-y. Alors, on entend un grésillement. Mais j'ai peur qu'on n'ait pas ton son. Si tu veux peut-être poser la question dans le chat. Vas-y, Dom. Ouais, je voulais savoir votre avis. Est-ce qu'il est utile d'envoyer au contact presse avant une manif un peu un résumé du contexte? Parce que quand on a fait une manif avec XR devant l'aéroport,
En fait, il y avait de l'imprécision. Ils ne savent pas trop ce que c'est. Extinction Rebellion, ANV, tout ça, ils ne savent pas si c'est des collectifs, des associations. Ils demandent mais combien vous êtes, etc. Donc, je pense que c'est nécessaire, mais je voulais avoir votre avis. Ouais, tout à fait. Ça fait partie du boulot en amont à faire. Et effectivement, je pense que c'est très utile, voire nécessaire, en fait, de faire un petit rappel de où on en est de la lutte, d'expliquer quelles sont les parties prenantes, d'expliquer, donc Alice, vous avez un recours juridique, d'expliquer qui Oui, porte ce recours et par qui il est soutenu, et de refaire une petite chronologie. Nous, souvent, ce qu'on fait, c'est que en amont d'une manifestation importante, on publie toujours, pas vraiment un communiqué de presse, mais on envoie un mail avec un peu une invitation ou un récap et des liens pour que les journalistes puissent aller trouver l'information, pour justement qu'ils n'arrivent pas à poil et qu'ils ne posent pas des questions nulles, quoi. okay. Voilà. Et Merci. tu parlais du nombre aussi en manif, du coup, c'est hyper important de se compter pour pouvoir répondre en fait de manière juste aux journalistes. D'avoir Oui, quelqu'un qui compte rapidement pour savoir oui, si, pour pouvoir dire si on est plutôt 50, 100, oui, 150. oui. Pour ne pas C'est leur laisser compter, pour ne pas les laisser Ah ouais, il compter. ne faut pas ça, les faut pas laisser les compter laisser compter. parce qu'ils comptent mal et ils amoindrissent. Donc, en fait, un des trucs, les premiers qu'il faut faire, c'est répartir, enfin, qu'il y ait une personne dont c'est le rôle de compter combien vous êtes et que le chiffre sorte tout de suite une fois que, enfin, le premier journaliste avec qui vous parlez, Ouais, vous lui dites aujourd'hui on est 150. Voilà. très bien. Merci. De rien. Alors, peut-être on essaye Claude à nouveau, vas-y. Ah, elle n'est pas importante. Alors, c'est pas grave. Et ben, Marine. Oui, je me demandais s'il existait un lieu où on peut trouver des listes de contacts de journalistes, soit par thématique, par type de média ou par affinité. Est-ce que ou ce travail-là de état des lieux, il se fait collectif par collectif? Non, ça existe, les bases de données de journalistes, mais c'est payant. Là, du coup, j'ai pas de solution a priori. Ben, sur les médias en ligne, on peut trouver facilement l'adresse mail générique de toute la rédaction et on peut trouver parfois dans les articles en ligne l'adresse mail d'un journaliste. Et du coup, ce sera le même format pour tous les autres journalistes. Mais la façon dont on commence à se constituer un fichier presse, finalement, c'est d'envoyer à toute la rédaction. Et ensuite, il y en a un qui nous répond et donc on se constitue notre fichier au fur et à mesure. Pour le fichier presse, après, c'est un travail de longue haleine d'avoir un fichier partagé dans lequel vous avez les contacts des journalistes avec à chaque fois qu'un journaliste vient vous voir, en fait, vous essayez d'obtenir son numéro de téléphone, son 06 et ou à minima le mail direct. Et c'est une relation que vous allez travailler au long terme avec ce journaliste, en fait, pour qu'il revienne sur vos actions. Ça, c'est un peu aussi ce qu'on décrira dans la formation d'avril, si jamais les personnes... On glisse plein de petites cuisines dans cette formation. Voilà. Et bonsoir, Mana. Et du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer à la deuxième partie. Ouais. Oui, on peut mutualiser les listes. Je veux bien sortir la fenêtre de discussion. Est-ce que comme ça te va? Yes, Tu veux pas te voir? oui. Allez. Donc, on va pouvoir voir un peu plus en pratique comment ça se fait de répondre à la presse. Hop. Donc, on a introduit par une petite citation de Hannah Arendt qui rappelle que les mots justes trouvés au bon moment sont aussi de l'action. C'est pour souligner le fait que, en fait, dans nos différentes actions, dans les manifestations, il n'y a pas que le fait de mettre une banderole sur le siège de région qui est important, il y a aussi le fait de répondre aux journalistes et de trouver les mots pour leur parler et pour faire passer nos messages. C'est aussi de l'action, ça fait partie intégrante de nos manifestations. Donc, pour se préparer à l'interview, en fait, il faut se poser des questions. La première question qu'on va se poser, c'est à qui je parle. Donc, on en a parlé un peu, Charlène en a parlé au début, c'est d'abord de se demander et de demander aux journalistes quel est son angle.
Ça va nous permettre d'adapter notre message, de le préparer et de trouver aussi plusieurs façons de le formuler différentes pour pouvoir le marteler sans cesse. Ensuite, il faut aussi se rappeler que quand on répond aux journalistes, en fait, ce n'est pas aux journalistes directement qu'on s'adresse, mais c'est à son audience. Donc, ça peut être aussi intéressant de savoir un peu en fait, le niveau de vulgarisation qu'il va falloir adopter. Intéressant aussi de savoir un peu le lectorat du média qui nous interroge. Par exemple, si on répond à La Croix ou si on répond au Figaro, on ne va pas parler exactement au même type de personnes. Donc, ça peut être intéressant d'avoir ça en tête. Et ensuite, la troisième question qu'on peut se poser, c'est les préjugés du journaliste sur moi, porte-parole, ou sur le mouvement. Par exemple, je suis une femme aux cheveux très courts actuellement. Quels sont les préjugés que le journaliste ou la journaliste va pouvoir avoir et comment je vais pouvoir essayer de les contourner, de les détourner. On dit que pour détourner les préjugés à la télé, en fait, il faut faire aussi attention à la manière dont on s'habille, dont on se présente pour détourner, pour déjouer. On ne va pas arriver en Sarwell avec une barbe de 3 jours sur le plateau de BFM. On va essayer de se raser un peu et de mettre un jean. Ensuite, la deuxième question qu'on va se poser, c'est la question du message. Très souvent, le message, pendant une action, pendant une manifestation, c'est ce qui est écrit en très gros sur la banderole du cortège de tête. C'est notre message principal. Mais ça vaut toujours le coup de se reposer la question pour venir en interview avec cette intention, avec cette reformulation possible aussi. En fait, de penser à notre message, de l'écrire une première fois, ça nous permet de voir comment on pourra le dire une deuxième fois, une troisième fois, le tourner dans tous les sens pour pas donner l'impression aux journalistes qu'on dit toujours la même chose et pour être sûr que l'idée principale passe auprès du public. C'est aussi intéressant de voir qu'on peut avoir un message global et le décliner en 3 sous-messages, par exemple. C'est ce qu'on avait fait pour la conférence Action. On avait un message local, on avait un message national et on avait un message international, mais globalement, le message général était le même. Donc, une fois qu'on a à qui je parle et quel est mon message, quand on prend l'intersection, on va trouver la chose la plus importante que je dois dire au moment où je suis interrogée. Et finalement, c'est ça ce qui va nous mettre sur les rails de l'interview. Ce qui peut nous permettre d'aller bien sur ces rails de l'interview, c'est aussi de se poser la question de la fenêtre de pertinence. Au moment où on parle, le sujet dont on parle, il y a des choses qu'on peut dire et des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses qui sont audibles pour l'audience et des choses qui ne le sont pas. Et c'est ce qu'on appelle du coup cette fenêtre de pertinence où il y a des choses qui ne vont pas du tout être acceptables et d'autres qui vont l'être. Si on prend par exemple le cas des lois sur l'avortement, pardon, d'un côté, on va avoir des gens à l'extrême qui vont dire que en fait, toutes les exécutions sont illégales et l'avortement est une manière de tuer quelqu'un, donc c'est illégal. Et de l'autre côté, on trouvera l'idée qu'on peut tuer n'importe qui au moment où on veut. Donc ça, c'est vraiment les deux extrêmes. Et on voit sur le schéma que c'est à l'extérieur de la fenêtre. Et en bleu, on va avoir ce qu'on peut dire sur l'avortement, ce qui est possible de faire passer comme message. Et le jeu, ça va être aussi un peu d'essayer de déplacer cette fenêtre de pertinence pour mieux faire passer nos messages. Ok. Et cette fenêtre de pertinence, selon le média auquel on s'adresse, elle n'est pas exactement la même. Quand on va parler dans un média national, l'audience à qui on s'adresse est beaucoup plus large et beaucoup plus grande. Et donc, on prendra plus de risques en fait, de s'écarter de la fenêtre de pertinence. Donc, ça la réduit, ça la restreint. Charlène donnait un exemple tout à l'heure sur cette fenêtre de pertinence d'un débat où c'était avec un sénateur écolo. Et le sénateur était pile poil dans la fenêtre de pertinence. Et tout le jeu de Charlène était d'avoir un discours un peu plus radical pour lui permettre d'avoir, en fait, de faire passer son message, tout simplement. Charlène passait pour la radicale de service. Extrémiste. Islamo-gauchiste. Wokiste, attention, on les a tous. Et du coup, le sénateur pouvait se déplacer un peu plus et donc mieux faire passer les valeurs et les idées qu'il avait envie de communiquer. Tu as quelque chose à ajouter ? Oui, c'est ça. En l'occurrence, il disait la même chose que moi, mais il le disait de manière plus policée. Et donc, l'idée, c'était de réguler le trafic aérien et d'interdire les extensions d'aéroports. Et l'autre chose dont on parlait aussi tout à l'heure, c'est sur les actions de désobéissance civile. Il y a une étude qui a montré qu'après les actions de Just Stop Oil,
les gens supportaient plus facilement, enfin, il y avait plus de soutien envers les assos écolos plus classiques, comme les Amis de la Terre. Et donc, en fait, les actions très extrêmes, enfin, très extrémistes, d'un point de vue de l'opinion publique, hein, ce n'est pas mon avis personnel, ces actions-là de jeter de la soupe sur des tableaux, ça peut choquer, ça va choquer, et en fait, ça rend plus acceptable les actions des Amis de la Terre ou d'Alternativa, par exemple. Et donc, ça va nous permettre de gagner des soutiens. Et c'est un peu en lien avec cette fenêtre de pertinence, à mon sens. Donc, quand on prépare notre interview, il y a tout ce dont on vient de parler, mais il y a aussi 4 règles fondamentales à avoir en tête. La première, c'est de connaître le sujet dont on parle. On parlait tout à l'heure de manifestations antiracistes. Si on n'est pas au courant du sujet, ça va être compliqué de répondre aux questions des journalistes. Ensuite, c'est d'avoir toujours en tête le message clé et de se le marteler à soi-même dans la tête pour éviter les petites bourdes telles que j'ai pu faire avec ce journaliste pendant la conférence. Une autre règle, c'est d'apprendre à apprivoiser son stress. Et donc ça, on va avoir plusieurs astuces et chacune gère son stress d'une manière différente. En ce qui me concerne, avant d'être interrogée, en tout cas à la télé, je me masse le visage. Ça permet à la fois de détendre mes muscles et donc ça va améliorer mon articulation, mais ça provoque aussi un état de détente chez moi. Et donc, je vais être plus à même de répondre. On peut aussi trouver des gestes finalement qui vont venir supporter notre discours et qui vont nous permettre de déstresser sans avoir, enfin, voilà, et de faire passer le message, permettre de diminuer notre stress et d'occuper nos mains aussi parfois. Et la dernière règle, c'est de ne pas rester seul pour préparer l'interview. On a des camarades dans nos collectifs qui sont aussi au courant des messages. Ça permet de revoir si on est bien au courant des choses. Et une autre petite anecdote qu'on aime bien, c'est d'appeler ses grands-parents ou des personnes de notre famille ou de notre entourage qui ne sont pas forcément au courant du sujet avant l'interview pour reparler, pour réviser en fait. C'est comme avant un contrôle d'histoire quand vous étiez enfant. Vous rappelez quelqu'un pour vérifier que vous avez bien toutes les informations en tête. Et que la manière dont vous les dites passe auprès de cet auditoire-là, Oui, c'est assez intéressant. Ouais. On peut donner des contacts de grands-parents, lisent Le Figaro, il n'y a pas de souci. Donc, sur bien connaître le sujet, bon, j'ai commencé un peu à le détailler, mais il y a finalement 4 éléments dans cette règle. Il faut connaître le sujet et son contexte, avoir une culture du thème abordé. Pour parler des extensions d'aéroports, c'est bien de savoir le situer dans le contexte national et d'avoir quelques chiffres clés et les sources des chiffres qu'on donne. Donner un chiffre, ça permet aussi de gagner en crédibilité au moment où on le dit. Et c'est important de ne pas marteler trop de chiffres non plus. Donc, on en donne un ou deux, et puis ensuite, on peut passer un peu sur d'autres choses. Ça peut être intéressant aussi de s'entraîner à présenter son collectif en 30 secondes, 2 minutes ou 5 minutes. 30 secondes, c'est très court, 5 minutes, ça peut paraître très long. Et en fait, selon le temps qu'on a pour présenter notre collectif, on ne va pas dire les choses de la même manière. Et ensuite, toujours dans cette connaissance du sujet, on peut aussi préparer les éléments de langage avec le collectif pour déterminer le message clé de la manifestation ou du rassemblement que vous préparez. Ensuite, ce message clé qui va être le cœur un peu de l'interview, c'est celui des banderoles. C'est un message qu'on définit avec tout le collectif, avec tout le pôle communication, si vous en avez un, en amont, bien en amont. Et une fois que vous préparez ce message, en fait, vous pouvez aussi le décliner pour trouver des punchlines, des phrases, des notions clés. Des punchlines, ça peut être par exemple Xavier Bertrand, le pollueur, qui reprend un peu un contexte. Enfin voilà, on joue un peu sur un contexte local. Les notions clés, ça va être les chiffres clés dont on parlait tout à l'heure. Et dans notre message, c'est aussi très important d'éviter le jargon militant. Encore une fois, ça va dépendre du média auquel vous vous adressez, mais c'est important d'avoir cette règle en tête, de parler de mouvement de masse ou d'un projet climaticide. Ce n'est pas forcément audible par votre auditoire, et donc il va peut-être falloir trouver d'autres manières de le dire. On parle aussi souvent des scientifiques du GIEC. Nous, on connaît le GIEC, on a le nez dedans, et on comprend de quoi on parle quand on en parle entre militants et militantes, mais pour les journalistes et pour le lectorat des journaux, ça peut être intéressant de vulgariser la chose et de parler plutôt de scientifiques du climat. Donc cette deuxième sous-règle va avec la troisième, choisir son vocabulaire en fonction du public et des médias. On ne va pas forcément parler d'anticapitalisme au Figaro, alors qu'avec Mediapart, ça va peut-être un peu mieux passer. Et puis,
un conseil qu'on donne, c'est d'apprendre par cœur la première phrase de votre prise de parole. En fait, ça vous permet d'apprivoiser votre stress et de vous lancer. Cette phrase-là, vous la connaissez par cœur, vous l'avez répétée, vous savez sur quel ton vous devez la dire, et donc ça vous lance, c'est comme un toboggan, et après, tout se déroule assez facilement. Et puis ça, on le martèle nous-mêmes depuis tout à l'heure, mais il faut marteler le message en plusieurs formulations si possible. Désolée, petit problème de diaporama. Alors, sur la troisième règle, on parlait d'apprivoiser son stress. Généralement, dans une situation de stress, l'être humain peut avoir trois réactions. Soit on va lutter. Donc, par exemple, on va s'agripper au pupitre. Alors, vous ne voyez pas, mais on va s'agripper très fort à quelque chose. On va tripoter ses cheveux comme ça. Alors, quand on a les cheveux longs, ça marche mieux, mais on va tripoter ses cheveux comme ça, là, ou mettre ses lunettes tout le temps, des choses comme ça, des trucs très actifs. On peut aussi avoir la solution de la fuite. Donc, on va piétiner, on va faire des petits trucs comme ça, des petites danses. On va bouger la tête dans tous les sens. Enfin, voilà, on fait des trucs un peu bizarres. On cherche à fuir. La fuite, ça peut être aussi... Enfin, ça va avec la cachette. C'est plutôt la cachette, ça. Mais donc, on va chercher à s'inhiber. On va être un peu dans un truc de tétanie. Donc, on va fermer les bras comme ça. On va fermer nos expressions du visage aussi. On va se cacher derrière les manches. On va tirer les manches comme ça aussi. Ça, c'est entre la fuite et la cachette. On va se toucher le visage pour vérifier qu'on est encore vivant ou vivante, pour être sûr qu'on est bien dans une situation réelle. Donc ça, c'est trois réactions qui sont tout à fait normales et classiques que tout être humain vit ou vivra dans sa vie. Et on ne pourra pas s'en défaire. Enfin, on peut pas trop lutter contre ça, c'est notre façon de réagir. Et l'important, c'est d'en prendre conscience et de travailler sur les manifestations de ce stress pour les apprivoiser. Donc, par exemple, moi, je sais que quand je suis vraiment très stressée, je fais beaucoup de moulins comme ça. Et donc, une fois que j'ai identifié ça, je continue à parler avec mes mains, mais je pose beaucoup plus mes mains que quand c'était totalement incontrôlé. Et regardez, c'est magique, elle l'a fait et en même temps, elle a parlé moins vite et on voyait qu'elle était moins stressée. C'est ça. Et donc, ça m'aide. Ça c'est vrai que c'est un autre de mes défauts. Je parle très, très vite. Et donc, par exemple, quand je donne des cours aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais marcher dans la salle parce que ça va rythmer mon discours et je vais du coup avoir un débit beaucoup plus lent que quand je suis devant mon ordinateur à devoir placer les diapos. Et donc, ça, c'est ce qu'on disait, quand on supprime les manifestations du stress, on va aussi supprimer le stress en lui-même. Enfin, il va s'atténuer au fur et à mesure, on va se calmer. Et en fait, on peut le voir dans l'autre sens. Généralement, le stress, c'est un peu une machine infernale. Plus on est stressé, plus on va faire des trucs qui vont nous stresser, donc on va être encore plus stressé. Et ben, on peut prendre la machine à l'inverse. Et donc, on prend conscience de nos manifestations du stress, on les dompte, on les apprivoise, on fait des exercices devant le miroir où on a l'air totalement débile, mais on apprivoise notre stress. Et donc, au fur et à mesure, on va se calmer, on va l'éliminer. Et c'était l'exemple de Charlène, je parle plus lentement quand je fais les gestes avec mes mains ou quand je marche. Je vais passer à la suite, du coup. Et la quatrième règle, c'est ne pas rester seul. Et en fait, on n'est jamais vraiment seul parce qu'on fait partie d'un collectif. Donc, pour se préparer, on peut le faire en binôme, en trinôme. Imaginer le moment, se mettre en situation, finalement. On peut aussi, si on est un peu maso, demander à son pote de faire un journaliste vraiment très, très méchant. Comme ça, on se prépare au pire. Si c'est possible, pendant l'interview, on peut avoir une personne qui va regarder ou suivre l'interview pour faire un feedback a posteriori, dire les points qui sont à améliorer et les points qui sont à conserver. Et après l'interview, on peut utiliser la retombée presse comme un support de communication. On peut faire ces fameux feedbacks. Et puis, si on a une idée brillante, et ça arrive parfois en interview de sortir une punchline à laquelle on n'avait pas du tout pensé, eh ben, on la note et on la garde pour en faire des éléments de langage. Pour préparer aussi, on peut se fixer des objectifs personnels. Le mien, généralement, c'est de ne pas parler trop vite. Et des objectifs collectifs, ça va être sur nos messages et peut-être essayer d'aller un peu plus loin, déplacer la fenêtre dans l'autre sens ou des choses comme ça. Un truc qui est important aussi avec le fait de ne pas rester seul, c'est qu'en fait, on est souvent très dur envers nous-mêmes, en fait. Oui. Et du coup, après une interview, on est dégoûté, on voit tout en noir, c'est horrible, on n'a vraiment pas bien parlé, il n'y a rien qui allait. En fait, non. En fait, c'était souvent très bien, tout à fait correct. Et du coup, le fait qu'une personne l'ait suivi et puisse dire, te taper sur l'épaule et dire
Ouais, c'était cool. C'est En plus, chouette. tu as dit ça et accentuer le Mm, positif permet d'être moins dur avec soi-même et du coup d'avoir envie d'y retourner. mm, Parce que c'est vrai qu'il y a des fois, c'est pas très facile. Enfin, on a envie de faire le mieux possible et du coup, mm, on peut facilement s'engrainer dans un truc négatif. mm. Et même s'il n'y a personne qui regarde, on peut toujours envoyer un petit message à quelqu'un en disant ben, je me suis entendu dire ça à un moment donné, je ne suis pas sûre que c'était très pertinent. Et ça permet de se rassurer un petit peu et de pouvoir aller de l'avant et de ne pas garder cette idée en tête et de la ressasser. Ensuite, pendant l'interview, il y a aussi 4 règles à respecter. Donc la première, on en a parlé rapidement, c'est de déjouer les clichés. Euh, donc ça va être tout sur enfin, ça peut être beaucoup sur le physique quand on passe à la télé. À l'écrit, il y en a un petit peu moins. Il y a toujours ce cliché quand même dans les milieux écolos qu'on est des bobos islamo-gauchistes, wokistes, fumeurs de joint. Allez, on va pousser jusque-là. Et du coup, voilà, en gros, il va falloir essayer d'aller déjouer ces clichés-là. Il faut retenir aussi que parler, c'est une activité physique. C'est très fatigant. Donc, ça peut être pas mal d'avoir sa petite gourde d'eau en tant que bobo écolo, pas très loin, et de penser à dormir avant. C'est pas mal aussi. Bien parler, c'est aussi apprendre à se taire. Euh, là, typiquement, j'ai fait un truc, j'ai laissé ma bouche ouverte et du coup, j'ai voulu combler le vide et j'ai dit un conseil qu'on peut vous donner, c'est dès que vous avez fini votre phrase, vous fermez la bouche. Ça crée un silence, mais au moins, ça vous évite des d'hésitation, ça évite des grands blancs un peu où on ne sait pas trop où se mettre, des choses comme ça. Donc, et apprendre à se taire, c'est aussi éviter de redire. On a parlé de marteler le message, mais il faut éviter d'être en boucle trop souvent. On peut aussi se taire et attendre la question du journaliste pour ensuite relancer la machine. Et puis, il y a toute la construction du discours aussi, de l'ordre des idées qu'on va aborder, finalement, pendant lequel on va aborder les choses. J'en ai parlé, en fait. Ouais, t'as tout dit. J'ai pas mal parlé de l'habillement. On occupe l'espace aussi quand on est interrogé. Alors, quand on est interrogé au téléphone, c'est assez facile. On occupe son espace à soi, personne ne nous voit. C'est pas vrai ça, hein. Le sourire, il s'entend au téléphone. Le sourire, il s'entend, oui, mais là, je parle de l'occupation de l'espace. Ouais, mais... Et ça, c'est dans les attitudes. Le sourire s'entend au téléphone, on est beaucoup plus sympathique. C'est plus convivial, effectivement, de sourire au téléphone. Donc, on peut se forcer un petit peu à sourire. La tenue du corps, elle est essentielle pour être performant quand on prend la parole. Là, je suis pliée en deux. Je le sens que, du coup, j'ai plus de mal au niveau du souffle. Donc, l'idée, ça va être d'essayer de se remettre droit, d'avoir les épaules ouvertes, la cage thoracique aussi un peu ouverte pour pouvoir reprendre son souffle assez facilement et puis garder en tête que c'est physique et c'est assez reposant finalement d'être plus droit. On parlait des mains tout à l'heure aussi, de les poser, de ne pas faire trop de mouvements avec les mains, de savoir les poser pour éviter que ça parte dans tous les sens comme ça. Là. Et puis, ouais, on a un cadre. Mais du coup, mettez vos mains, on ne voit pas le cadre là, mais en général, ouais, vous avez à peu près un cadre à mi-hauteur là. Je vais faire comme ça. C'est bizarre de mettre vos mains ailleurs que dans ce cadre. Mais là, autour, là, c'est bien. Voilà. Et du coup, c'est aussi pour ça que c'est souvent bizarre sur les visios, c'est que finalement, on ne voit plus les mains des gens parce qu'elles sont dans le cadre, mais elles ne sont pas dans le cadre de la caméra. Donc, voilà. Sur le regard, donc, quand on est à la télé, on va nous dire, le journaliste le précise généralement, mais il faut regarder la caméra parce que ça donne l'impression qu'on regarde les gens. Et dans ce regard, c'est important que ce ne soit pas un regard vide, mais qu'il y ait un regard un peu animé, un peu volontaire, dynamique, des choses comme ça. Et donc, c'est tout ce qui va aussi avec la communication non verbale. Il y a le sourire, il y a le regard, il y a la posture du corps. Toutes ces choses-là, c'est des petits éléments qu'il faut garder en tête et qui vont nous permettre de déjouer les clichés. Qui vont nous permettre, quand on est un jeune ado qui fait partie du mouvement climat, de déjouer cette image du flemmard qui n'en a rien à faire et qui s'engage dans rien. Et puis, ça permet aussi, même si on va déjouer les clichés, il faut rester sincère et crédible dans ce qu'on fait. Ne vous habillez pas en costard-cravate si vous n'avez pas l'habitude de vous habiller en costard-cravate. Ça se verra, votre attitude corporelle, vous ne serez pas à l'aise dedans. Et donc, tout ça se sentira. Donc, gardez aussi l'idée de sincérité et de crédibilité bien en mémoire. Ensuite, sur cette idée de l'interview, il y a 3 registres de persuasion généralement. Qui ont été décrits par Aristote. Donc ça remonte. Il y a l'éthos, le logos et le pathos. L'éthos, ça va être centré sur l'orateur.
Donc, ça va être soit sur nous, soit sur l'autre. C'est ce qui relève de l'éthique. Et donc, par exemple, quand Nicolas Sarkozy, dans le débat contre Royal, l'attaque, elle, en disant, l'attaque sur des chiffres, par exemple, il mélange à la fois le logos et l'éthos parce qu'il montre que, il essaye de la décrédibiliser en montrant qu'elle n'a pas les connaissances, elle, oratrice, n'a pas les connaissances nécessaires et donc que son raisonnement est faux. Le pathos, c'est centré sur les émotions et toujours sur ce même exemple du débat Royal-Sarkozy, à un moment donné, Sarko lui dit « Mais calmez-vous, madame !» Et donc là, il l'a fait passer pour une hystérique. Et donc, il vient à nouveau la décrédibiliser. Donc, toute la stratégie de Sarko dans ce débat, c'est de se valoriser en dévalorisant l'autre. Ce qui était aussi assez intéressant dans la campagne de 2017, c'est que Benoît Hamon, il avait une stratégie très différente de persuasion. Au lieu d'aller attaquer l'autre, attaquer l'éthos, le logos et le pathos chez l'autre, il essayait de valoriser le sien. Il était plutôt dans le côté positif, c'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché. Mais en politique, généralement, ils vont plutôt attaquer les autres, essayer de faire baisser l'éthos, le logos et le pathos chez leurs adversaires. Ne faites pas ça chez vous. Hein. Ne faites pas ça. Non, parce que nous, on n'a pas assez de crédibilité, les écolos. Du coup, on est obligé de se valoriser nous-mêmes. Donc, ayez plutôt l'air de personnes sympathiques et crédibles. Vraiment, mettez le sérieux de votre côté et le sympa aussi. C'est ce qu'on disait sur le raisonnement, de donner quelques chiffres clés. Ça assure votre crédibilité. L'éthos, ça va être la façon dont vous vous présentez, ça va être la tenue que vous adoptez, ça va être tout votre registre corporel. Et le pathos, ça va être par exemple Audrey de Nous au T4 qui dit qu'elle se bat pour ses filles aujourd'hui, donc elle va accrocher certains auditeurs, certaines auditrices par ces émotions-là. Et il faut trouver un équilibre entre les trois pour toucher le plus de monde possible. Hop. Donc sur l'activité physique, et c'est passé trop vite, pardon, on va passer rapidement, mais en fait, les plis vocaux, c'est un muscle aussi. Donc, il faut les chauffer. Il y a la tête qui va réfléchir, qui va être en ébullition. Et puis, il y a la respiration, il y a la posture du haut du corps. Tout ça, en fait, c'est très fatigant. Pour réussir à caler sa respiration, pour ne pas parler trop vite, il faut faire attention à notre articulation. Donc, il y a aussi tous les muscles articulateurs là, dans la bouche qui vont vachement travailler. Surtout quand on n'a pas l'habitude de bien articuler, ça chauffe fort. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant de faire des petits massages comme ça. Là. Et de faire des avant une interview. C'est rigolo, ça détend. Et en plus, ça prépare les muscles. Et n'oubliez pas de respirer. Hein. Oui, c'est important. Donc, bien parler, c'est apprendre à se taire. Donc, encore une fois, on retrouve Aristote qui disait l'art de la rhétorique, c'est l'art de se taire. Donc, on le disait, le silence va vous permettre de respirer, ce qui est hyper important. Ça permet de réfléchir à ce qu'on va dire et à ce qu'on est en train de dire, de prendre le temps de notre prochaine reformulation du message. Se taire et bien parler, c'est aussi moduler la tonalité, l'intensité avec laquelle on parle, donc faire des variations, ne pas parler sur un ton monotone où on parle comme ça tout le temps, blablabla, blablabla. Là, on perd tout le monde, on s'endort, alors que si sur une fin de phrase, on a une envolée lyrique et puis que juste après, on ralentit, en fait, on a cette variation du rythme qui va permettre de maintenir les auditeurs et les auditrices en haleine. Et ensuite, il faut parler d'une façon pédagogique, c'est-à-dire qu'on va essayer de pouvoir s'adresser à tout le monde. On en revient au choix des mots finalement, parce que ça va permettre à l'auditoire de nous comprendre. Et la dernière règle, donc, on va chercher à construire notre discours avant une interview. Donc, on va chercher à capter la bienveillance sur le registre du pathos, l'histoire d'Audrey et de ses filles. On va aussi ensuite chercher à imager son discours, faire des métaphores, donner des images, faire des comparaisons. Et puis, la façon dont on structure notre discours, c'est une idée, un exemple, une anecdote. Et ce qui peut être intéressant de faire aussi, c'est de supprimer les phrases complexes, donc les sujets, et de rester sur des phrases très simples avec un sujet, un verbe, un complément, et d'éviter des phrases trop longues avec ce qu'on appelle de la récursivité en linguistique. Donc, par exemple, ces phrases trop longues, ça va être la tante de mon frère qui habite à Metz et qui a fait un gâteau au chocolat hier et qui était au marché avant-hier et qui, là, on a perdu tout le monde. Même moi, je ne sais plus ce que j'ai dit au début. Donc, on évite ces grandes phrases avec plein de compléments complexes et on essaye de rester sur des choses très simples. Ma tante a fait un gâteau hier. C'est une phrase assez simple.
Et dans cette idée, le vocabulaire qu'on choisit doit être aussi plutôt simple pour capter tout le monde et pour parler à tout le monde. On vous rappelle la règle d'or, on ne répond pas aux questions qui sont posées. Jamais. On trouve 1000 façons de reformuler notre idée et de faire passer notre idée. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette interview, qu'on s'est reposé un peu parce que c'était fatigant, c'était un exercice physique, une fois qu'on a fait le débrief un peu avec les gens de notre collectif, ça peut être intéressant d'assurer le service après-vente. C'est-à-dire que on prend la carte des journalistes pour le fichier presse. On remercie aussi les journalistes dans l'idée d'entretenir une bonne relation avec le média. Et puis, on peut aussi ensuite exploiter la retombée presse pour notre lutte. Voilà. Mais ça, on le verra plus en détail à la formation d'avril. Oui, mais après, bon, voilà, cette slide sert aussi à dire que si jamais vous êtes une toute petite orga et que vous n'avez pas beaucoup de monde, malheureusement, cette tâche va incomber à la personne qui a pris la parole dans le média, alors que si vous avez une plus grosse équipe, c'est vrai que vous pouvez essayer de séparer les rôles pour que ce soit, parce que c'est déjà une charge mentale immense, en fait, de devoir répondre correctement au bon moment, etc. Donc, c'est super chouette si d'autres personnes peuvent prendre la charge mentale d'organiser le rendez-vous, de faire venir le journaliste, de prendre son numéro, d'être sympa au début pour décharger le ou la porte-parole. Mais si vous n'avez pas l'équipe, c'est vrai que du coup, vous allez avec une multitâche. Voilà. Et Charlène, elle est multilingue. Oh. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Comme tout à l'heure, vous pouvez mettre des petites étoiles dans le chat ou écrire directement votre question dans le chat. Vous avez forcément des questions. Vas-y, Guillaume. Oui, bonsoir. Alors moi, j'ai une question, c'est quand on n'est pas forcément avec un collectif, moi par exemple, j'ai une pétition, et il y a plus de 10 000 signataires, mais j'ai pas, comment présenter ce collectif de personnes, les signataires de la pétition en termes d'éléments de langage, quoi. Vous voyez, est-ce qu'on dit par exemple que le collectif Stop au Greenwashing de Skyscanner, mais c'est un peu long, c'est pas exactement un collectif, c'est juste des gens qui ont signé une pétition. Comment être clair par rapport à ça, quoi. Les personnes qui en ont ras-le-bol du greenwashing. Non, mais ouais, moi je dirais les signataires de la pétition. Et après, par contre, c'est vrai qu'il faut que tu fasses gaffe à ce que tu dis en leur nom, parce que tu peux dire que des choses qui sont écrites dans la pétition, mais de fait, tout le monde ne te suivra pas forcément sur tout. Ouais, c'est ça aussi la latitude dans ce genre de cas. Parce qu'il n'y a pas un plaidoyer ou un manifeste ou un truc qui a été ratifié, quoi, finalement, tu vois. Non, c'est juste la pétition. Ouais. Moi, pour message que tu as écrit. Pour la pétition, là, pour Jean Castex, quand on ne voulait pas qu'il fasse son aller-retour à Prades en Falcon pour aller voter, là, moi, ce que j'avais fait quand même pour les lignes de com, c'est que j'avais créé un document de lignes de com lié à la pétition, qui reprenait en fait les lignes de la pétition, mais qui explicitait un peu tout ce qu'on avait choisi d'écarter parce que ça rendait trop lourd le texte. Donc, il y avait des chiffres clés, il y avait des choses de ce genre. Et le document était à disposition notamment des personnes qui étaient premières signataires et des personnes qui avaient envie d'aider pour parler aussi au nom du truc. Mais ça voulait dire, ça n'a pas vraiment eu lieu, mais c'est vrai que ça pourrait être une idée pour que d'autres personnes s'emparent du sujet et de se faire une petite réunion de travail sur les messages pour pas que tu sois tout seul, tu vois. Mais bon. D'accord. C'est une idée, quoi. À mettre en place, je ne sais pas si ça prend plus de temps ou pas, quoi. Ok, merci. Je laisse la main parce que je vois qu'il y a d'autres questions, donc je ne peux pas que ce soit trop spécifique. Merci. Ça marche, pas de souci. Dom. Oui, moi, je me demande la confiance qu'on peut accorder aux journalistes. Quand on a fait en octobre, encore une fois, l'action devant l'aéroport, j'étais contact presse et j'ai tourné en rond pendant 1 heure à me demander si je les appelais avec mon numéro de téléphone personnel, enfin avec mon smartphone, ou si je prenais un téléphone à 20 €. Est-ce qu'il fallait que je cache mon numéro ou pas. Donc finalement, j'ai fini par appeler avec le mien parce que je me suis dit peut-être
peut-être qu'ils ne répondront pas si mon numéro est caché. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, quoi. Est-ce Alors, que je suis grillé? non, a priori, ils doivent protéger leurs sources, les journalistes, hein. D'accord. Donc là-dessus, on est censé pouvoir leur faire confiance. Après, en fait, moi, souvent sur des actions de désobéissance civile où en fait la réussite de l'action nécessite une certaine confidentialité, ce que je fais avec les journalistes, c'est qu'on fait un pacte, c'est-à-dire que je leur dis, si l'action n'a pas lieu, vous n'aurez pas d'image, vous n'aurez pas d'interview, vous n'aurez rien, ce ne sera pas intéressant pour vous. Donc, de fait, vous êtes obligé de respecter un certain nombre de règles. Et les règles, c'est nous qui les fixons parce que c'est nous qui savons ce qu'on veut faire et quelle est la confidentialité nécessaire pour le faire. Donc, il y a des fois où il y a certains médias qui, effectivement, ne veulent pas respecter un embargo, enfin, qui veulent sortir leur sujet avant que nous, on ait lancé un autre truc. Et tu leur dis, bah non, c'est pas possible, on est dans le même bateau, en fait. Euh, la réussite de l'action nécessite que vous respectiez cette confidentialité-là. Merci. Voilà. Et après, en tout cas, dans la presse locale, moi, j'ai tendance à leur faire confiance parce qu'on a aussi une relation qui date. Enfin, en l'occurrence, moi, ça fait 1 an que je suis ici, mais la relation avec les journalistes, elle a été nouée avant. Et il y a des journalistes qui ont régulièrement fait des papiers sur Nada, et qu'on commence à bien connaître finalement. Et donc, on contacte assez facilement parce qu'on sait qu'on peut leur faire confiance du fait de la relation. Tout à fait. Mais bon, tout ça, c'est des trucs qu'on dira dans la deuxième formation, hein. Pardon, j'ai fait un spoil. Flo demande comment on pose la question de l'angle aux journalistes. Eh ben, on peut la poser directement comme ça. Moi, quand un journaliste appelle et demande un porte-parole Nada, je dis oui, bien sûr, ce serait pour une émission à quelle heure, en plateau, pas en plateau, et quel est l'angle? Et voilà, c'est tout. En fait, l'angle, c'est pas du tout un truc tabou ou quoi. Après, des fois, ils ont pas encore d'angle. Alors ça, c'est le plus dur parce que du coup, ils vont aller un peu au petit bonheur la chance en fonction de ce que vous allez proposer. Mais globalement, ouais, on peut poser la question cash comme ça et y répondre volontiers. Et ça permet aussi du coup de mieux choisir le ou la porte-parole qui va y aller parce qu'en fonction de l'angle, tout le monde n'est pas à l'aise. Enfin, nous, par exemple, Pascal, dont vous parlez tout à l'heure, qui est porte-parole pour Nada aussi, il a aussi une autre casquette, c'est qu'il est riverain de l'aéroport, donc il subit directement les nuisances. Donc quand c'est une interview plus spécifiquement sur la question des nuisances aéroportuaires, c'est souvent lui qui y va parce qu'il est premier concerné. Voilà. Et puis, il y a des journalistes, même quand on leur pose cette question, qui nous donnent la liste de questions qui peut nous être posée. Et du coup, ça nous permet de nous préparer en toute sécurité. Nono a une question. Ouais, salut, vous m'entendez? Ouais. Cool. En fait, j'ai 2 questions. La première, c'est parce que là, on parlait rapidement avec Guillaume d'éléments de langage, etc. Et du coup, je me demandais un peu comment vous construisiez ça en collectif. Enfin, ça fait un peu partie de la partie un peu construire son discours et le préparer. Mais voilà, un peu, est-ce que vous avez des éléments de langage vraiment par sous-thématique? Enfin, voilà, vous prenez le sujet au global et puis vous le divisez. Et puis, je sais pas, il va y avoir des éléments de langage, violence des manifestants, enfin voilà, ou de l'action, etc. Ça, c'est ma première question sur comment est-ce que vous construisez un peu vos éléments de langage collectivement. Et la deuxième, c'est est-ce qu'il y a un peu des tips sur, genre, il faut reprendre des mots de la question du journaliste pour commencer sa phrase, ou est-ce qu'au contraire, c'est pas souhaitable parce que justement, nous, ce qu'on veut, c'est dévier et pas répondre à leurs questions. Mais voilà, est-ce qu'il y a un peu des trucs de ce type-là? Alors, sur la construction des messages, je peux répondre là-dessus et puis peut-être tu peux répondre à la deuxième. Sur la construction des messages, ça dépend. Il faut vraiment que vous trouviez votre manière de faire. Mais globalement, nous, on a un peu une trame de documents où on va avoir d'abord les messages clés, enfin le message principal et 3 messages secondaires, mais jamais plus. Et ça doit faire une phrase, pas forcément une phrase sujet, verbe, complément. C'est toujours un peu difficile de faire tenir là-dedans. Mais en tout cas, ça doit faire une phrase. Ça ne doit pas être un paragraphe. Et après, à partir de ces messages-là, donc qui sont vraiment les grands messages clés qu'on veut porter,
on va pouvoir en fait avoir toute une autre section qui donne un peu les chiffres clés et les sources et qui explicite à quoi sert ce chiffre, pourquoi, qu'est-ce qu'il met en évidence. Par exemple, si le message c'est le transport aérien est injuste et non nécessaire, on va avoir des chiffres clés sur l'injustice du transport aérien, pourquoi en fait c'est 1% de la population qui est responsable de 50% des émissions du trafic aérien, etc. Et ensuite, si jamais il y a besoin, on peut prendre des sections sur toutes les questions pièges qu'on peut avoir, mais qui sont en fait pas le message principal. Enfin, la question du mode d'action, de la désobéissance civile, du sabotage, etc. C'est pas du tout le cœur de votre message. Donc, ça peut être une section à part, comment répondre à ce type de questions-là. Et moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est faire une section ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas. C'est-à-dire écrire vraiment texto ce qu'on ne dit pas. Par exemple, on essaye de ne pas culpabiliser les gens qui prennent l'avion parce que voilà, on est dans un monde où on prend l'avion et que ce n'est pas une question individuelle, mais une question collective. Et donc voilà, on peut avoir comme ça une section ce qu'on ne dit pas qui permet de clarifier où sont nos lignes rouges. Et après, pour l'élaborer, le mieux, c'est que quelqu'un commence à rédiger ce draft, et puis, enfin, ce brouillon, et puis progressivement, tout le monde l'amende comme n'importe quel texte collectif. Et puis, ensuite, il faut se faire une réunion pour en discuter et pour poser les mots, pour vraiment bien vérifier qu'on est raccord sur ce qu'on a envie de dire, quoi. Et après, l'idéal, en fait, ce serait d'avoir un doc comme ça, assez généraliste, pour l'ensemble des actions du collectif, et qu'ensuite, on adapte en fonction de telle ou telle action. Mais ça peut être... ça gagne beaucoup de temps d'avoir ça sous le coude, quoi. Et sur la deuxième question, il y a plusieurs stratégies pour répondre sans répondre. Soit on peut effectivement reprendre des éléments de la question et dire c'est intéressant de se poser cette question-là, mais... Et puis ensuite, on tourne. Là, c'est typiquement l'idée de prendre l'avion. Quand le journaliste m'avait posé la question, est-ce que vous prenez l'avion alors, reprendre les éléments de la question, là, ça aurait été difficile, mais l'idée, c'est de dire, c'est une question, effectivement, qui peut être intéressante, mais aujourd'hui, ce dont je veux parler, c'est pas de ça, c'est de ça. Donc, c'est vraiment de manière très visible, refuser de répondre parce qu'on estime que c'est pas ça qui est intéressant pour nous, et c'est plutôt bien accepté. Et puis ensuite, oui, cette idée de, je sais plus, je crois que c'était sur BFM où il m'avait dit, est-ce que vous avez l'impression d'avoir du soutien de la part des élus locaux? Et j'ai repris les 3 mots, soutien, élus locaux, et puis j'ai répondu sans dire moi l'impression que j'avais, parce qu'en fait, on s'en fout de mon impression. C'est vraiment plus de dire factuellement ce qu'il en est. Donc, il y a plein de petites stratégies, plein de petits tips. Là, je ne peux pas en faire une liste exhaustive, mais en fait, ça se fait de manière assez naturelle dans l'interaction, avec un peu d'habitude aussi et d'entraînement. Mais ouais, on peut faire de plein de sortes différentes. Ouais, on peut bouger. Ils s'en fichent, en fait, les journalistes. Hein. Ils ne sont pas complètement arc-boutés sur leurs questions, sauf si vraiment ils font une enquête super précise, qu'on est sur Mediapart et tout, et qu'ils veulent fouiller la petite bête. Mais sinon, non, globalement, c'est juste un tremplin qu'ils vous donnent pour que justement vous répondiez. Donc, ça les arrange que vous disiez ce que vous avez envie de dire. Enfin, c'est pas que ça s'arrange, mais c'est que... Ouais. Mais je pense que ça fait partie du jeu médiatique et qu'ils sont tout à fait au courant de ça. Pour nous, lectorat, c'est un peu de là que vient l'impression de langue de bois, parce qu'on a l'impression que les gens répondent jamais vraiment aux questions, mais ça fait partie du jeu et c'est comme ça. Merci. De rien. Claude avait une question ou une remarque? J'espère que ça a marché. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais. Ah, super. Non, moi, c'était sur la fenêtre de pertinence, du coup, c'est ce qu'on appelle aussi fenêtre d'Overton, ou c'est plus tard qu'on va parler de ça? C'est ça, ouais. Ouais, et du coup, je me faisais une réflexion sur le fait que vous disiez que c'était un exercice collectif, le fait d'être porte-parole. Mais moi, je voulais peut-être rajouter que c'est un exercice collectif inter-orga, enfin, dans le sens où chaque orga, je pense, a un message qu'elle peut faire passer et une certaine limite dans cette fenêtre. Et du coup, il y a certaines orgas qui vont porter des messages plus radicaux et ça va. Et un exemple de ça, c'était par exemple, c'était Camille Etienne après l'action des méga-bassines qui avait dit un flanc radical qui nous permet à nous d'être plus, face à ce que vous disiez tout à l'heure, acceptable, quoi. Et du coup, il y a aussi ce que font les journalistes, c'est qu'ils essayent de nous diviser entre orgas, c'est-à-dire ils vont demander à
dénoncer des violences, par exemple. Et je pense que c'est important de garder ça en tête que certaines actions peuvent favoriser. Et l'extrême droite a très bien compris ça, quoi. L'extrême droite a des gens qui disent des grosses dingueries et du coup, voilà, Marine Le Pen elle paraît beaucoup moins diabolique, quoi. Mais voilà, c'était juste une remarque pour dire que c'est collectif au-delà de nos orgas aussi. Voilà. Tout à fait. Oui, oui. On ne parle pas de fenêtre d'Overton dans cette présentation parce que la fenêtre d'Overton est un concept de sciences politiques et que là, c'est plus c'était du décryptage média, mais c'est vrai que tout est politique et qu'on aurait pu parler aussi de fenêtre d'Overton. Et je suis d'accord, l'extrême droite manie très très bien ce concept-là justement en allant dire des trucs hyper extrêmes pour ouvrir la fenêtre de leur côté. Et à nous de le faire aussi bien, voire mieux. Parce que la bataille de l'opinion, elle est loin d'être gagnée. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, Mana demande si quelqu'un est de Lorraine, n'hésitez pas à lui répondre et à vous mettre en contact si jamais vous êtes en Lorraine. Et sinon, on va passer aux petits exercices si ça vous va. Donc, on va vous proposer de vous mettre par 3 pour vous poser mutuellement des questions. On va faire en fait une permutation circulaire. Enfin, il y aura une personne qui fera le journaliste, une personne qui fera la personne interviewée et une personne qui fera l'observateur, observatrice et qui donnera un petit feedback à la fin de l'interview. Et ensuite, on tourne comme ça 3 fois. On vous a préparé un document avec des idées d'angles et de médias. Donc, vous pouvez choisir ce que vous voulez pour jouer. Qu'est-ce que tu as mis dedans? Bon, il y a des trucs assez drôles. Il y a Elle Magazine et en fait, parfois il y a des angles qui ne matchent qu'avec un média. Donc faites un peu gaffe à ça, mais donc il y a le truc de Elle Magazine avec le fait de vouloir faire un portrait de l'égérie du mouvement, un truc comme ça. Ah oui, ça c'est marrant. Ça c'est assez rigolo à faire s'il y a des femmes dans votre groupe, quoi. Ensuite, il y a un journal agricole un peu lambda qui voudrait, et puis un angle qui pourrait aller avec, c'est de parler de l'intérêt du projet pour la région. Voilà, alors, vous pouvez essayer de matcher un peu. Moi, c'est vrai que je l'ai fait en ayant des idées d'angle pour certains journaux, mais vous pouvez tout remélanger dans tous les sens et faire ce qui vous semble bien. Donc voilà, je vous ai mis le doc. Pour les personnes qui ne veulent pas faire la mise en situation, vous pouvez nous quitter maintenant. Et je vais... Ah oui, mais on va arrêter le partage. Ouais. J'arrête... non. J'arrête l'enregistrement aussi. Est-ce qu'on aura besoin? On va arrêter.